Dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre manière de produire l'électricité qui est quand même assez rencontrée souvent dans le monde. C'est la production d'électricité par les centrales au gaz. C'est une vidéo qui va être en anglais, mais je vais l'arrêter à certains moments critiques pour pouvoir peut-être un peu plus approfondir ce qu'ils vont nous expliquer. Donc, à la base, on va nous montrer qu'est-ce que c'est une turbine au gaz et il y a une énorme similarité entre ça et des moteurs d'avion. Vous voyez ça comme un moteur d'avion, mais qui est fixe dans un bâtiment. Air. A lot of gaseous molecules floating all around us. It's great for breathing, and it turns out it's great for getting lights turned on. That's because air, along with abundant natural gas or other fuels, are the ingredients that combine in a gas turbine to spin the generator that produces electric current. If you follow the electricity you use at home or at work back through the power lines to your local power plant, you'll see that the process most likely starts with the work of the gas turbine, the very heart of the power plant. First, air is drawn in through one end of the turbine. In the compressor section of the turbine, all those air molecules are squeezed together. Bon, donc une turbine, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un arbre de rotation qui traverse l'ensemble de ce gros tube-là. Mais sur cet arbre-là, il y a plein de petites palettes en métal qui sont des hélices, grosso modo. Donc, au départ, il faut vraiment voir ça comme un genre d'aspirateur. Il faut comprendre que pour mettre en fonction une turbine, il faut au début lui donner un mouvement de rotation. Donc, un peu comme notre tondeuse de tantôt, on avait une personne qui tirait sur une corde avec une poignée pour le mettre en mouvement de rotation. Eh bien, dans les turbines, on va avoir un moteur électrique qui va commencer à mettre la turbine en mouvement. Alors, toutes ces petites palettes-là vont aspirer de l'air ambiant dans un secteur ici et vous voyez que le diamètre de cette région-là est en train de diminuer, ce qui fait que non seulement on va aspirer l'air, mais on va aussi la comprimer, cet air-là. Et je vais laisser notre monsieur continuer pour un autre petit bout. Similar to a bicycle pump squeezing air into a tire. As the air is squeezed, it gets hotter and the pressure increases. Next, fuel is injected into the combustor where it mixes with the hot compressed air and is burned. This is chemical energy at work. Donc, ici, ce qu'on nous explique, c'est que ce sont les chambres de combustion. Donc, étant donné que l'air dans tout ce secteur-là, elle se retrouve à être comprimée, sa température augmente, mais en comprimant de l'air, il y a donc une plus grande quantité d'oxygène par unité de volume dans cette parcelle d'air-là, dans ces parcelles d'air-là. Alors, on vient injecter de l'essence. Donc, ça peut être du gaz naturel, ça peut être du gaz, ça pourrait être du propane, ça pourrait être de l'essence de voiture ou du kérosène. Donc, on vient amener vraiment du C quelque chose à H quelque chose là-dedans et on met le feu. Donc, en mettant le feu, on va à ce moment-là beaucoup augmenter la température dans cette section-là du système. Qui dit augmentation de température, on augmente la pression. L'air veut donc sortir. Et elle veut sortir à droite de notre turbine. Mais on est venu installer ici d'autres palettes, mais qui, elles, sont dans des alliages différents parce qu'il faut qu'elles puissent résister à des très hautes températures. Et ce système-là va tourner extrêmement vite en plus. Donc, quand on entend un avion avec un bruit très aigu, ben, ça, c'est vraiment la fréquence qui est en lien avec la fréquence de rotation de ces roues-là. Ça tourne extrêmement vite. C'est pour ça qu'il faut que ce soit très, très bien balancé. Donc, je fais du pouce un peu sur la matière qu'on a vue en physique mécanique quand on parlait de balancement de roues. Pour ne pas avoir de vibration, il faut que ce soit parfaitement balancé. Donc, nos palettes qui sont ici, qui sont sur le même arbre que le compresseur qu'on avait au départ, ben, elles sont forcées à tourner par l'air chaud qui est mis en feu avec l'essence. Donc, ça devient comme, entre guillemets, une roue qui tourne. C'est-à-dire que
ça va tourner de plus en plus vite parce qu'on y met un mélange air-essence. Donc, ça va aspirer plus d'air. En aspirant plus d'air, on peut y mettre plus d'essence et à un moment donné, on finit par atteindre un point où est-ce que il faut qu'on réduise, si on veut, notre quantité d'essence qu'on met pour justement maintenir une vitesse qui est constante. Essentially, this is what happens in your family car's engine, but at about 2,900 times more horsepower. Actually, it's exactly like the turbine engines on jet airplanes. The hot gas created from the ignited mixture moves through the turbine blades, forcing them to spin at more than 3,000 RPM. Donc, 3000 révolutions par minute. Pensez-y, ça fait 50 tours de turbine à chaque seconde. Et les plus grosses turbines, vous pourriez rentrer debout ou presque à l'intérieur. Donc, ça vous donne une idée de la taille de la patente. C'est tout que des machines. Chemical energy has now been converted into mechanical energy. The turbine then captures energy from the expanding gas, which causes the drive shaft, which is connected to the generator, to rotate. Donc, il faut comprendre que au départ, ça provient de l'énergie chimique. Cette énergie-là, c'est les hydrocarbures, c'est le pétrole qu'on a raffiné pour aller en chercher ces différentes constituantes et il y en a certaines qu'on va utiliser pour pouvoir injecter justement dans les turbines comme ça. Donc, il faut comprendre que les molécules, c'est quelque chose, H quelque chose, eh bien, ce sont des molécules qui contiennent une certaine quantité d'énergie potentielle. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et lorsqu'on oxyde ces molécules-là, on va briser les liens hydrogène-carbone et on vient ajouter l'oxygène là-dedans. On va donc produire du gaz carbonique, CO, CO2, mais on va aussi ajouter de l'oxygène aux atomes d'hydrogène, plus H2O. Et on le voit, c'est une réaction qui est exothermique, donc c'est une réaction qui va dégager beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Alors, notre turbine, très semblable à un moteur d'avion, va être relié sur un même essieu qu'un immense alternateur, qu'eux appellent un generator. Donc, l'entraînement de notre turbine va entraîner notre générateur pour That produire generator notre has a électricité. large magnet surrounded by coils of copper wire. Donc, When on est en that train de nous magnet gets expliquer ici rotating fast, ce it que je vous creates a expliquais tantôt powerful avec les magnetic pôles nord, field pôle that sud, lines up dans le electrons around the rotor coils and et causes dans them le to stator. move. The Les rotating bobines qui mechanical vont energy voir les pôles has nord now et been pôles sud converted passer, into donc on electrical va energy produire de because the l'énergie movement of électrique electrons de through a cette manière-là. wire is electricity. In what's called a combined cycle power plant, the gas turbine can be used in combination with a steam turbine to generate 50% more power. The hot exhaust generated from the gas turbine is used to create steam and a boiler, which Ça, c'est quand même assez génial. C'est que ces systèmes-là dégagent énormément de chaleur. Vous ne voulez pas avoir la face à la sortie d'une turbine à gaz. Mais pour récupérer une partie de cette chaleur-là, on a un genre de serpentin, donc un tuyau en circuit fermé, à l'aide qui va fonctionner avec un liquide à l'intérieur. Et ce liquide-là, dans le fond, il va être chauffé par le gaz chaud de la turbine. Donc, à ce moment-là, ça va produire de la vapeur et notre vapeur va avoir une très, très grande pression, puis on va la faire passer à travers un autre système d'hélice, donc un autre système de turbine, qui lui-même est relié sur le même essieu que notre générateur. Donc, la pression de vapeur va aussi contribuer à entraîner le mouvement de notre générateur d'électricité, de notre alternateur. Puis à ce moment-là, la pression va diminuer, on va perdre de l'énergie. Notre eau va retomber sous forme liquide avant de retourner dans notre circuit. Donc, on comprend que ça, c'est une boucle qui est fermée. Ça veut dire que les gaz chauds à la sortie de notre turbine au gaz vont être moins chauds que si on n'avait pas eu le système secondaire pour récupérer une partie de l'énergie. Et comme ils le mentionnent, on peut aller chercher encore 50% plus de puissance grâce à un système de récupération comme ça. then spins the steam turbine blades with their own drive shaft that turns the generator. What you end up with is the most efficient system for converting fuel into energy. And that's your GE Gas Turbine 101.
Donc, cette vidéo-là était vraiment, vraiment bien faite. Je vous montre ici de quoi a l'air une centrale au gaz vue de l'extérieur. Donc, on peut voir les immenses cheminées. Malheureusement, on a beaucoup de gaz carbonique qui est rejeté par ces systèmes-là. On essaie d'en maximiser l'efficacité, mais malheureusement, il y a beaucoup de rejets qui sont des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un des gros désavantages de ça. Le pétrole, au départ, c'était des organismes vivants qui se sont changés en pétrole avec les millions d'années lorsqu'ils ont été enfouis. Alors, ces organismes vivants-là, au départ, ils ont vécu grâce à l'énergie solaire, mais on dit que c'est une énergie non renouvelable parce qu'on va vraiment la consommer beaucoup plus rapidement qu'elle va se produire et qu'elle va se transformer en pétrole. Donc, on a le même principe d'utilisation d'énergie, mais à partir de carburants fossiles, mais dans les centrales au charbon. Donc, le charbon, c'est coal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a le charbon qui est amené via des tapis roulants à l'intérieur d'une fournaise. Et dans cette fournaise-là, on met le feu au charbon. Le charbon, à ce moment-là, va dégager énormément de chaleur et cette chaleur-là va faire chauffer l'eau dans un serpentin, encore une fois. Pourquoi un serpentin? C'est parce que ça maximise la surface de contact pour faire chauffer l'eau le plus possible. Et à ce moment-là, l'eau va passer sous forme de vapeur et va s'en venir comme ça dans un circuit de vapeur et va être forcée à venir passer à travers nos hélices, donc la turbine. La turbine, elle est reliée au générateur qui, lui, va produire notre électricité qui va être transformée pour l'amener à des plus hautes différences de potentiel, ce que je vous expliquais dans l'autre capsule, et ultimement s'en venir vers chez nous. Donc, il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui fonctionnent avec des usines au charbon, mais au Québec, nous n'avons pas ça. Même en Ontario, ils en ont. Fait qu'à l'extérieur de ces usines-là, il y a des immenses montagnes de charbon qui sont dehors, entreposées. Donc, il faut comprendre encore une fois que c'est de l'énergie potentielle chimique qui est là-dedans. Puis, même principe, il va y avoir rejet de grandes quantités d'hydrocarbures à cause de ça. Souvent, les usines comme ça vont être construites près de rivières ou au moins avec des tours de refroidissement parce que justement, on veut refroidir l'eau avant de la ramener dans notre serpentin qui est dans la fournaise. Donc, il y a comme un circuit indépendant qui va prendre de l'eau de la rivière, qui va l'amener dans la partie qu'on appelle le condensateur. Donc, en amenant de l'eau froide, donc des tuyaux froids, la vapeur va se condenser dessus et les pompes vont ramener ça dans la rivière. Donc, c'est un circuit qui est à part. C'est un circuit qui ne voit jamais, si on veut, la combustion en tant que telle, mais qui va vraiment servir à refroidir le système. Donc, il y a vraiment une entrée qui arrive de la rivière, mais aussi une sortie dans la rivière. Évidemment, l'eau, lorsqu'elle sort dans la rivière, elle est beaucoup plus chaude qu'elle était au départ. Donc, j'ai une erreur ici dans mon PowerPoint, je le vois là, mais ça ne me tente pas de recommencer. Ça ici, c'est une centrale au charbon, mais pas une centrale nucléaire. Et ce que vous voyez ici, ce sont des tours de refroidissement. Donc, ce sont des tours dans lesquels on va envoyer de l'eau sous forme de fines gouttelettes et l'air va passer à travers par la base de ces cheminées-là qu'on ne voit pas, l'air va passer par en bas et va passer à travers les petites gouttelettes et en montant, ça va refroidir ces gouttelettes-là qui vont se condenser, mais il y a quand même de la vapeur d'eau qui est émise par ça. Donc ça, ce n'est pas de la pollution, c'est vraiment juste de la vapeur d'eau. C'est vraiment par ces cheminées-là qu'on va avoir les gaz carboniques qui vont être émis. Donc, dans une centrale nucléaire, la différence, c'est qu'on va avoir du carburant nucléaire pour pouvoir faire bouillir notre eau. Donc, la grosse différence, elle se situe ici. C'est qu'on va avoir des tiges d'uranium ou de plutonium qui sont radioactifs. Et on plonge ces tiges-là dans une espèce de grosse bouilloire dans laquelle il va y avoir de l'eau. Et ces tiges-là, en étant radioactives, elles ont tendance à envoyer des neutrons un peu partout. Ces neutrons-là vont aller frapper les atomes des autres tiges qui sont juste à côté, et les autres tiges vont en dégager plus de neutrons et vont aussi dégager de la chaleur. Autrement dit, c'est vraiment là où il y a de la chaleur qui va se dégager par la désintégration des atomes qui sont là-dedans. On ne veut pas perdre le contrôle parce que
Si je dégage un neutron par une tige, il s'en va frapper une autre tige, elle aussi va dégager un neutron. Et à ce moment-là, avec tout l'ensemble de tiges qu'on a, on pourrait assister à ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Si toutes les tiges se mettent à dégager plus de neutrons, chaque tige en reçoit plus des autres d'avant, et là, ça s'emballe. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'il y a ce qu'eux appellent des control rods. Donc, c'est des grosses tiges en carbone qui vont descendre ou monter à travers les tiges de notre carburant. Puis ces tiges-là vont tendance à absorber les neutrons. Donc, en fonction de la quantité d'énergie qu'on veut que notre système dégage, on va abaisser les tiges ou les remonter. Vous voyez ça comme deux brosses à cheveux, l'une dans l'autre, si on veut. Bien, pour exposer le moins possible les poils, admettons, d'une des brosses, bien, on viendrait positionner l'autre brosse par-dessus. Mais si on veut qu'ils soient exposés les uns aux autres, bien, on soulèverait la première brosse. Donc, c'est vraiment comme ça que le système va fonctionner. À ce moment-là, l'eau va chauffer énormément. Donc, elle va passer au stade de vapeur et s'en venir ici dans un serpentin qui est relié avec une pompe pour retourner dans le système. Donc ça, c'est notre circuit primaire. Le circuit secondaire qui est ici, c'est là où on a la génération de vapeur en tant que telle. Donc, notre eau de notre système secondaire, elle est poussée là-dedans. Donc, elle va se mettre à chauffer suffisamment pour devenir en vapeur. La vapeur s'en vient par des conduites comme ça, va passer à travers des turbines, va faire fonctionner un alternateur qui va s'en aller vers les pylônes pour la distribution d'électricité. Mais ici, une fois que notre vapeur est passée à travers notre turbine, on va vouloir encore une fois la refroidir. Donc, comment on fait pour la refroidir? C'est ce que je vous expliquais tantôt avec les tours de refroidissement. Donc, c'est des immenses tours en béton. Et notre eau chaude, on va la faire gicler à l'intérieur de cette tour-là. Et à ce moment-là, l'air frais va rentrer à l'intérieur de la tour, mais il va se faire chauffer par l'eau bouillante qui est en train de dégoûter tout partout. En chauffant, elle va avoir tendance à monter. C'est le principe d'une cheminée. Donc, ça fait vraiment un appel d'air tout le temps qui va aider à refroidir notre eau, qui va se condenser et pouvoir retourner dans le système qui est ici. On peut même amener de l'eau fraîche à partir d'un lac ou d'une rivière qui est juste à côté. Ça, c'est vraiment le principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Donc, il faut comprendre que ces systèmes de refroidissement-là, on a besoin de ça, peu importe quelle est la source d'énergie de base. Là, ici, dans un réacteur nucléaire, c'est du combustible nucléaire, mais ça pourrait être aussi du charbon. Et on a, comme j'ai dit tantôt, aussi besoin d'un système de refroidissement pour aller avec ça. Donc ici, je vous montre une photographie d'une centrale nucléaire. Donc, on voit les immenses tours de refroidissement et vous pouvez voir qu'elles sont comme sur des pattes en V. Donc, ce que ça permet, ça, c'est de laisser rentrer l'air par en dessous pour que l'air amène une partie de la chaleur pour s'en aller vers l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment notre circuit de refroidissement. Et comme vous pouvez voir, la centrale, elle est construite le long d'un cours d'eau. La production mondiale d'électricité, la production mondiale d'électricité, mon PowerPoint manque de finition, eh bien, ça a l'air de ça, malheureusement. Comme vous pouvez voir, les carburants fossiles constituent environ les 2/3 de la production mondiale d'électricité. Donc ça, c'est un graphique que j'ai trouvé pour 2019. On a ici en gris le charbon, qui constitue 38% des centrales pour produire l'électricité. 23%, c'est des centrales au gaz. 3% à l'huile. Donc, vous voyez que 23, on est à 26, 26 plus 38, on est à 64%. Donc, grosso modo, 2/3 de l'énergie qui est produite dans le monde est produite à l'aide de carburants fossiles. L'énergie nucléaire, environ 10%. L'hydroélectricité, environ 16%, 9% les énergies renouvelables. Donc, on peut parler de centrales qui sont faites avec des éoliennes en partie. Et aussi, comme vous pouvez voir, il y a un mince pourcentage qui est autre. Donc là, on pourrait parler d'énergie marémotrice, par exemple, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ici, le 9%, on parle de solaire et d'éolien surtout.